De cet horizon d'une île coincée entre la Corse et l'Italie, l'île d'Elbe, est arrivé un homme ce matin du 1er mars 1815. Cet homme, c'est Napoléon qui, sur cette plage où je me trouve, la plage de Golfe-Juan, entouré d'une poignée de fidèles, a tenté ici même un dernier coup de poker. Il s'agit pour lui de ravir le pouvoir en place, celui d'un roi, Louis XVIII, installé à Paris aux Tuileries, et surtout, de reconquérir le cœur de son peuple. Bonjour à tous, dans cette édition d'Un lieu, une histoire, nous allons revivre ensemble les premiers pas de ces fameux 100 jours de l'empereur avec ceux qui, ici même, font vivre et perpétuent cette mémoire, la mémoire de cette épopée. De Golfe-Juan où nous sommes, nous irons à Cannes, à quelques lieues d'ici, puis à Grasse, un peu plus au nord, où l'empereur déchu a entamé sa course folle à travers les Alpes, vers Paris, surtout vers son nouveau destin. Ici à Golfe-Juan, le débarquement de Napoléon est très présent. Napoléon d'ailleurs est omniprésent dans l'ensemble de la ville et tous les 2 ans, on reconstitue ce débarquement napoléonien, une reconstitution, un grand uniforme. Philippe Mottier est l'une des chevilles ouvrières de cet événement. Bonjour Philippe Mottier, alors vous reconstituez, j'allais dire exactement ce qui s'est passé ici sur cette plage. Tout à fait, on reconstitue le débarquement de Napoléon, le débarquement de ses troupes également. Il faut savoir que Napoléon est parti en hâte de l'île d'Elbe. La traversée s'est passée convenablement et le 1er mars 1815, alors que personne ne l'attendait, il débarque sur cette plage. Alors on revient sur cette traversée de l'île d'Elbe, une île coincée entre l'Italie et la Corse. Jusqu'ici, est-ce que la traversée s'est bien passée pour Napoléon? Alors, cette traversée s'est très bien passée. Il a croisé quelques navires anglais qu'il a réussi à éviter et il débarque à Golfe-Juan le 1er mars 1815 sans avoir tiré un coup de canon en mer et à un moment où personne ne l'attendait. Alors Napoléon a été observé quand même de très près. Juste derrière vous, il y a les îles de l'Érins et ce fameux port Sainte-Marguerite où étaient présents des troupes fidèles à Louis XVIII, au roi. Alors, ce jour-là, bizarrement, tout l'état-major de la garnison d'Antibes organisait une visite d'inspection sur le fort Sainte-Marguerite et ils se sont étonnés de voir en baie de Golfe-Juan quelques bateaux qu'ils ont pris pour des bateaux barbaresques qui venaient faire une razzia de plus. Et le général Courcin, dans son rapport, dira qu'en aucun cas il pensait qu'il s'agissait du débarquement de Napoléon. Philippe Mottier, qui était avec Napoléon ce jour-là? Napoléon avait peu de monde ce jour-là. Il y avait son état-major présent à l'île d'Elbe et une troupe de 1000 personnes. On est à quelques kilomètres à peine d'Antibes. Antibes célèbre également pour son fort, un fort armé à l'époque. Et Napoléon s'en méfiait de ce fort. Napoléon connaissait Antibes, c'est la ville frontière avant le comté de Nice, donc il y avait une garnison importante. Et Napoléon, en débarquant à Golfe-Juan, il a choisi Golfe-Juan parce que ce n'était pas tout à fait Antibes, mais il savait que la garnison n'était pas loin. Donc il a débarqué, il a envoyé quelques émissaires pour essayer de se rallier cette garnison qui en fait est restée royaliste. Regardez ces bateaux, ils sont extrêmement nombreux et pour cause, nous sommes au cœur du port de plaisance de Golfe-Juan. Alors évidemment, le 1er mars 1815, il n'existait pas ce port de plaisance. C'était la plage, une plage absolument identique à celle où nous étions il y a quelques instants. Et c'est ici, sur ce port de plaisance de la ville, qui a été érigé dans les années 60, une simple stèle qui remémore ce débarquement de Napoléon en 1815. J'y rejoins tout de suite Pierre Branda, il est historien, il travaille à la Fondation Napoléon. Pierre Branda, pour Napoléon, est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de débarquer en Italie? L'île d'Elbe, elle est toute proche de la côte italienne. En effet, pour quelqu'un de moins audacieux que Napoléon, c'était une solution. Murat, son beau-frère, régnait encore à Naples, il disposait de 80 000 hommes. Quelqu'un de logique aurait dû prendre cette voie-là, ou le nord d'Italie, ou le sud de l'Italie. Napoléon va choisir la France pour des raisons politiques, mais aussi pour une raison bien simple, c'est là où on ne l'attend pas. Donc le choix de Golfe-Juan n'est absolument pas dû au hasard.
Ah, pas du tout. Le choix de Golfe-Juan a été mûrement réfléchi. A été d'abord mûrement réfléchi pour prendre la route de Grenoble. Napoléon, depuis le mois de septembre, octobre, il a reçu des partisans à lui dans cette ville, sait qu'il pourra y trouver un bon accueil s'il y revient. Ce débarquement a été minutieusement préparé par l'empereur et pourtant ce n'est pas lui qui pose le pied sur le terre de France. Il envoie effectivement une première avant-garde ici, une vingtaine d'hommes commandés par le capitaine Lamouret qui va débarquer entre 11h et midi ici même. Alors deuxième vague de ce débarquement, c'est le général Cambronne, bien connu des Français. Il débarque ici avec quelques militaires dans un but et une mission très précise. Alors effectivement, le général Cambronne, le ténébreux Cambronne, est envoyé par l'empereur en avant-garde avec plusieurs dizaines de grenadiers. Lui doit s'assurer de la route de Cannes et c'est la prochaine étape du voyage. Donc il faut envoyer cette avant-garde pour deux raisons, sécuriser la route et ensuite y trouver des approvisionnements parce qu'ici, il n'y a que 4 pauvres maisons, quelques magasins de poterie. Ce n'est pas ici qu'on va trouver des rations pour 1000 soldats. Donc c'est à Cannes qu'on va les trouver. Et c'est alors seulement que l'empereur Napoléon Ier peut poser le pied en France. Napoléon débarque après l'avant-garde, au milieu des troupes, on pense entre 3 et 5 heures de l'après-midi, les témoignages divergent. Napoléon, dès qu'il arrive, prend pied sur le sol de France, il aurait dit « Salut terre de France, terre des braves ». Ce qui fait le succès de cette entreprise, c'est l'effet surprise. Napoléon veut toujours avoir 24 ou 48 heures d'avance devant lui. Il a dit d'ailleurs « Je préfère perdre une bataille que perdre une minute ». Alors Napoléon ne perd pas une minute ici à Golfe-Juan. La prochaine étape, c'est Cannes. Il y a déjà son émissaire, le général Cambronne, qui est présent sur place. Et c'est par cette rue que l'empereur, avec ses troupes, va se diriger vers Cannes. Cannes, à quelques kilomètres d'ici. Cannes, la prochaine étape de Un lieu, une histoire. Pierre Branda, vous venez avec nous. Un lieu, une histoire, un nouveau lieu dans cette émission et pas n'importe lequel. Nous sommes sur la Croisette, ici à Cannes. Derrière moi, il y a le Palais des Festivals. À ma gauche, les hôtels de luxe de la Croisette. Pierre Branda, c'est incroyable. Mais c'est ici même que les troupes de Napoléon et Napoléon se sont installées le premier soir du débarquement. Ah oui, c'est précisément ici qu'un millier d'hommes, il faut imaginer un millier d'hommes au milieu des dunes, a bivouaqué ce soir-là, la nuit du 1er au 2 mars 1815. Les soldats ont allumé des feux, ont chanté, se sont restaurés avec les rations prises par Cambronne. Et peu de temps, puisque le bivouac durera quelques heures, mais quelques heures de repos salutaire avant de reprendre la marche. Alors, Cambronne, vous avez cité une fois de plus son nom. Lui encore, à partir de Golfe-Juan où nous étions, eh bien, est parti en éclaireur pour, j'allais dire, organiser ce bivouac géant. Oui, Napoléon l'a envoyé tout de suite en éclaireur dès 2 heures de l'après-midi, dès qu'il a posé le pied à Golfe-Juan. Cambronne est parti avec une quarantaine d'hommes, s'est rendu ici à Cannes. Il est arrivé vers 3 heures de l'après-midi. Alors Cambronne va demander 3000 rations au maire Augustin Poul. Il va se rendre dans sa mairie. Alors là, il faut quand même imaginer Cambronne, avec son aspect ténébreux et qui n'était pas facile, demander 3000 rations assez vertement au maire. Le maire ne se démontera pas, il dira non, je reste fidèle au roi je veux bien vous donner ces rations, mais il faudra me donner un récépissé, comme ça, en quelque sorte, il est couvert. Et comme ça, l'honneur était sauf. Ensuite, Napoléon rentre dans ce grand périmètre ici à Cannes et va s'installer près de l'église Notre-Dame de Bon Voyage. On y va tout de suite. Alors là voilà, Pierre Branda, cette fameuse église Notre-Dame du Bon Voyage, une église qui, en l'occurrence, porte bien son nom. Oui, tout à fait, qui porte bien son nom. Elle accueillait les voyageurs sur la route d'Antibes à Cannes. On l'appelait aussi Notre-Dame de la Mer, parce que nous sommes à quelques centaines de mètres, finalement, de ce qui allait devenir la Croisette et de la plage. Alors elle était toute seule, perdue au milieu des dunes, isolée. C'est là qu'elle va accueillir, en ce jour historique, le bivouac de l'empereur et les premiers éléments de l'avant-garde de Napoléon et le général Cambronne le soir du 1er mars.
On arrive ici à 2 h, on en repart à 5 h 30, hein, c'est juste une petite halte, c'est une nuit courte. On est en campagne, hein, Napoléon lance une nouvelle campagne, ça peut-être l'une de ses plus belles, et du coup il faut partir rapidement vers Grasse. 5 h 30 le départ, à 6 h quand les habitants de Cannes se lèvent, eh bien le bivouac a disparu. Regardez ces collines. Derrière ces collines, il y a la mer. Et derrière ces collines, il y a Cannes. Cannes, nous y étions à l'instant. Napoléon Ier y était avec ses fidèles le 1er mars 1815. 24 heures après seulement, il est ici. Il est à Grasse et comme à chaque fois, et ce n'est pas vous, Jean-Pierre Leleu, qui allez nous le démentir, sénateur-maire de Grasse, à chaque fois, à chaque étape napoléonienne, sur cette route Napoléon qui l'emmène vers Paris, il se passe quelque chose. Grasse était alors une ville qui comptait déjà 20 000 habitants, donc une ville importante. Elle était, comme beaucoup de villes de Provence, une ville royaliste et Napoléon le savait. Il avait envoyé ici son fidèle général Cambronne en estafette pour demander au maire de lui donner des rations de victuailles pour poursuivre sa route. Alors le général Cambronne avait l'habitude de ces négociations, il avait déjà négocié à Cannes, on l'a vu à l'instant. Il lui avait dit « Je vous envoie en estafette pour la plus belle de mes campagnes ». C'était joli. Et donc Cambronne rencontre le maire Jean-Paul Lombard de Gourdon qui se prépare à lutter contre cette arrivée de Napoléon et sa petite troupe. Et le général Gazan déconseille au maire de faire quelque résistance que ce soit. Alors, quand on regarde ce panorama, on voit l'itinéraire quand on empruntait les troupes napoléoniennes. Napoléon qui n'est pas rentré directement dans la ville de Grasse, mais qui l'a d'une certaine manière contourné pour aller ensuite sur un lieu-dit, aujourd'hui bien connu, le chêne de Napoléon. Napoléon s'y serait arrêté. Je vous propose, monsieur le maire, d'y aller ensemble tout de suite. C'est donc ici que la petite troupe de Napoléon et l'empereur lui-même est venu se reposer après finalement un très court passage dans votre ville. C'est effectivement le lieu de rassemblement de la troupe avant d'attaquer la route Napoléon elle-même. Vous l'avez bien compris, Napoléon est un fin stratège, il est pressé, il veut aller vite. Il ne reste pas longtemps quelque part. Il dit lui-même « je veux aller plus vite que la rumeur qui me rattrape ». Et donc il séjourne ici quelques instants, 1 heure peut-être au plus, pour rassembler ses troupes. Il considère qu'il est inutile de garder trop de matériel parce qu'il se rend compte de la difficulté du chemin et il prépare toute sa colonne à repartir vers la route Napoléon, Saint-Vallier et les villes qui suivent. Alors lorsqu'on regarde de l'horizon, Jean-Pierre Leleu, on s'aperçoit que Cannes c'est là-bas, Golfe-Juan c'est là-bas. Il a mis finalement extrêmement peu de temps pour remonter cette vallée et pour arriver jusqu'ici. Quelques heures seulement, même pas une journée. Écoutez, c'est époustouflant d'observer la rapidité de la progression de ces soldats. Rappelons-nous, nous sommes en plein hiver, début mars, il y a de la neige, les chemins sont très escarpés, la route ne viendra elle-même que plus tard et cela force vraiment l'admiration et ce qui prouve, comme on le verra tout au long du chemin, la puissance de l'homme et de son influence sur ces hommes qui réellement l'aimaient au point de faire cela. Alors juste à 2 pas, ici Jean-Pierre Leleu, on retrouve cette route Napoléon qui commence, on l'a vu, à Golfe-Juan. Route Napoléon qui va emmener l'empereur et ses troupes jusqu'à Grenoble et finalement jusqu'à Paris. Cette route, c'est une route mythique aujourd'hui. Voilà, c'est en 1932, il y a 80 ans, que la route a officiellement été appelée route Napoléon. Elle va effectivement de Golfe-Juan jusqu'à Grenoble, sachant que, on s'en souvient, c'est dans la plaine de la Fraye que le renversement complet de l'opinion se fait en faveur de Napoléon et qu'il va reconquérir le pouvoir. Et bien entendu, lorsqu'on prend cette route Napoléon qui est formidable à travers les Alpes et qu'on la parcourt, eh bien, on revit quelque peu l'épopée napoléonienne de ces 100 jours. Une très belle campagne qui s'est mal terminée, vous le savez, puisque après Grenoble et après Paris, eh bien, c'était d'autres destins qui attendaient l'empereur, un destin qui s'est achevé, vous le savez, du côté de Waterloo. Ainsi se termine notre périple sur les traces de Napoléon, sur cette vue merveilleuse de la ville de Grasse que l'empereur lui-même a pu apercevoir. C'est la fin de cette édition d'Un lieu, une histoire. À très bientôt pour un nouvel épisode de l'histoire toujours vivante.